18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Marc Fiorentino, qui n'est pas économiste, comme je le disais, mais qui est spécialiste des marchés financiers. Ça peut énerver les économistes, c'est pour ça que je l'ai dit. Il ne faut pas jamais énerver les économistes. C'est bien connu. On va parler avec vous des retraites. Vous sortez ce livre, Le Guide pour sauver votre retraite. Déjà, c'est très angoissant, ça veut dire qu'il y a un risque qu'on n'ait pas notre retraite, aux éditions Robert Laffont. Puis il y a aussi ce livre, cette réédition des meilleurs placements pour les nuls que vous avez fait. Et ça, évidemment, on va en parler aussi. Mais d'abord, les retraites, elles sont si menacées que ça dans notre pays. Et oui, c'est ça que on peut tous se faire du mouron. Voilà, c'est ça que je trouve complètement dingue. C'est-à-dire que c'est une évidence. À chaque réforme des retraites, on a l'impression qu'on a réglé le problème, mais on ne l'a pas réglé. On ne peut pas le régler. C'est très simple, vous allez comprendre en 2 secondes. Il n'y a pas assez de naissances, donc il n'y a pas assez d'actifs. Et puis de l'autre côté, on va avoir à peu près 35% de la population qui va avoir plus de 65 ans et qui va vivre à la retraite pendant 25 à 30 ans. Alors, il faut que quelqu'un m'explique comment on peut financer la retraite de 35 à 40% de la population qui va vivre pendant 30 ans avec de moins en moins de gens qui travaillent et un État qui n'a plus les moyens de faire le balancier. Donc, en fait, on est dans un mensonge total. Je le répète souvent, c'est un mensonge d'État. Mais c'est un mensonge d'État, mais c'est un mensonge d'État depuis des décennies. C'est pas ce gouvernement. C'est-à-dire que, mais il est vrai que la situation s'est détériorée de façon spectaculaire. Le comité d'orientation des retraites, le fameux corps dont on a beaucoup parlé pendant les manifs. Pour lui, c'est évident. Je veux dire, c'est des rustines. C'est-à-dire qu'on est face à un problème qui ne peut pas être résolu par la retraite par répartition. Notre système de retraite par répartition, il faut le dire une fois pour toutes, il ne faut pas avoir le courage de le dire, est mort. Complètement. Vous voulez mettre le feu au pays, en fait, vous, M. Fiorentino? Non, je veux dire la vérité, parce qu'en fait, il y a des solutions. S'il n'y avait pas de solution, ça serait simplement du catastrophisme pour dire on va tous mourir. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis simplement... D'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui est assez clair. Si le taux d'épargne des Français est le plus élevé au monde, compte tenu de notre système social qui est quand même hyper généreux. Une caisse de précaution pré-retraite. Mais évidemment, et quand on voit le nombre de ménages qui veulent acquérir leur résidence principale, ils veulent pas simplement, on dit les Français sont très attachés à la terre, mais non, les Français se disent que de toute façon, eux, ils gèrent très bien leur épargne. Et de l'autre côté, ils voient un État qui gère très mal son budget. Eux savent gérer leur budget. Ils ont face à eux quelqu'un qui ne le gère pas. Donc ils gardent leur sous. Donc ils gardent de l'argent, ils mettent de l'argent. Alors, Louis Dragnel. Le seuil d'alerte sera totalement dépassé. Les politiques ne pourront plus échapper à la question taboue que vous soulevez. Mais je crois qu'on y est. C'est-à-dire qu'on essaye d'enfoncer, on met la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, le seuil d'alerte, il est passé. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est à un niveau de taux d'intérêt qui fait qu'on ne peut plus continuer à empiler du déficit et de la dette. Il faut quand même expliquer. Mais on le fait pourtant. On le fait, mais vous avez vu que, même si on annonce pour rigoler... Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais... avec des grands effets de manche pour dire le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, et puis de l'autre côté, on continue à distribuer de l'argent. Mais il y a des limites, c'est-à-dire que les Allemands, ils aiment bien rigoler, mais il y a un moment, ça les fait plus rire du tout. Et je pense que déjà, on les fait plus rire du tout. Éric Revel, une petite question, et après on écoutera Bruno Le Maire. Il y a un vrai sujet tabou, évidemment, Marc Fiorentino, quand on parle de retraite, c'est la capitalisation. C'est la capitalisation. Alors, c'est la possibilité, suivant ses revenus, de capitaliser pour sa retraite. D'ailleurs, le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin, il fonctionne comme un fonds de capitalisation et on l'a oublié. Et c'est un homme de gauche qui l'a mis en place. Pourquoi est-ce que culturellement en France, on n'arrive pas de manière sereine à aborder la question de la capitalisation, pas en substitut, en complément par exemple de la répartition ? Parce qu'en fait, le terme est mauvais. C'est-à-dire que même moi, je ne défends pas ce terme de retraite par capitalisation, parce que quand on dit retraite par capitalisation, on pense grand capital, on parle fonds de pension, les méchants fonds de pension anglo-saxons qui font des OPA hostiles sur les entreprises. En fait, c'est pas ça. C'est la retraite par l'épargne. Si vous dites il faut faire de la retraite par l'épargne, non pas de la retraite par la capitalisation et retraite de capitalisation, vous avez changé complètement. Et les Français font déjà de la retraite. On va parler des produits. On est déjà à 10 millions de PER. Le produit a été créé sous sa forme actuelle en 2019. Avec un emballement exponentiel de Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on prêchait un peu dans le vide. Moi, quand je disais il faut que tout le monde ait son PER à partir de 40 ou 45 ans, on me disait, bon, écoute, va jouer ailleurs. Là, aujourd'hui, 10 millions de PER, ça veut dire que ça y est. Tout le monde a compris qu'il faut de l'immobilier, il faut des placements type assurance vie, et il faut un placement. On a une exception française qui est bonne.
On a l'exception française de l'assurance vie, on a l'exception française du PER. Tout n'est pas mauvais dans notre système. On a créé nous-mêmes cette retraite par l'épargne, Eric. Mais alors ça, c'est pour ceux qui peuvent épargner, ceux qui peuvent mettre de l'argent sur des assurances vie. Les autres, ils font comment? Alors non. La bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va revenir au système originel des retraites. Le système originel des retraites, c'était quoi? C'était un système de solidarité sociale. C'était un minima, ça faisait partie des minima sociaux. C'était pour permettre aux gens qui n'avaient pas les moyens d'épargner et qui allaient vivre au-delà des 65 ans. Mais on ne vivait pas au-delà des 65 ans. En 1945, l'espérance de vie était de 65 ans et on a mis la retraite à 65 ans. On n'avait pas prévu qu'on allait vivre jusqu'à 90 ans. Donc la bonne nouvelle pour les catégories de personnes qui ont des difficultés financières, et je ne m'adresse pas évidemment à elles, parce que c'est difficile de mettre de l'argent quand on a un problème de pouvoir d'achat, c'est qu'elles auront les minima sociaux de retraite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais donc, selon vous, à l'avenir, le modèle consistera à apporter une solution de retraite uniquement, exclusivement aux personnes qui n'ont pas de retraite autre par capitalisation? Non, ça sera une indemnité retraite. C'est revenir à l'origine. Et donc, tous ceux qui auront plus de moyens, ils auront l'indemnité retraite, et puis le reste, ils devront se débrouiller. Et c'est ce qu'ils commencent déjà à faire, et ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire, pour revenir sur ce que disait Éric Revel, c'est compléter une indemnité de retraite. Il faut oublier cette idée que la retraite peut permettre de compenser le revenu qu'on avait quand on travaillait. C'est juste aberrant. Ce n'est pas fait pour ça. On parle d'épargne, évidemment, à la lumière de votre livre. J'aimerais juste qu'on écoute Bruno Le Maire. Lui, il a proposé un produit d'épargne européen. On va écouter ce qu'il propose et nous dire si c'est réalisable. L'argent des Européens, il dort au lieu de travailler. Et si nous voulons que l'argent des Européens travaille au lieu de dormir, il faut mettre en place l'union des marchés de capitaux, la mettre en place sans délai. Dès 2024, il doit y avoir des progrès sur l'union des marchés de capitaux. Les Français, ils vont le faire, ça, ou pas Non, mais lui... Ils achètent un produit d'épargne européen? Non, mais à la limite, c'est pas le sujet, parce que ça peut être un bon produit d'épargne. À partir du moment où il serait labellisé européen, ça changerait pas grand-chose. C'est simplement qu'on sent très bien qu'il y a une nervosité, là. C'est-à-dire qu'on veut capter l'épargne pour financer de la dette. On va avoir de plus en plus de dettes. On va avoir de plus en plus de dettes, notamment pour financer la transition écologique. Il n'y a pas d'argent pour la transition écologique. Donc il va falloir l'emprunter. Qui va prêter? Les épargnants. Donc on essaye de piquer de l'argent c'est ça ce qu'on essaye de faire quand il dit un produit européen. C'est juste dire on a besoin de votre argent parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent. Dans les conseils que vous donnez aussi, vous dites qu'il faut épargner très tôt. Oui, très tôt. On a 30 ans. Alors c'est vrai qu'à 30 ans, on ne pense pas forcément à mettre de l'argent de côté. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à 30 ans, quand vous parlez à des jeunes qui ont la capacité, qui ont 2 revenus en couple ou qui ont un revenu, ils commencent déjà à réfléchir à faire l'acquisition d'une résidence principale. Quand on paye le remboursement, même d'un studio en province, même d'un studio en périphérie, c'est de l'épargne. Tous les mois, quand vous remboursez votre crédit, c'est la première forme d'épargne. Les gens n'ont pas l'impression que c'est une épargne, mais en fait, c'est une épargne forcée. Vous remboursez votre crédit et vous constituez un capital. C'est la première forme d'épargne. D'ailleurs, dans les tranches d'âge, la première tranche d'âge, on va dire 30-45, quand les gens ont la capacité de le faire, ils commencent par l'acquisition d'un bien immobilier. Ensuite, on passe un peu à l'assurance vie et ensuite, on passe au PER. Alors, Éric Revel, vous voulez encore juste pour souligner ce que disait avec justesse Marc Fiorentino, c'est que pour bien comprendre dans quel état sont nos finances publiques, le premier poste budgétaire de l'État, c'est le service de la dette, c'est-à-dire que c'est le remboursement des agios de notre dette. Donc, vous voyez, on est sur le fil du rasoir. Tout à l'heure, je parlais et on le dit pas assez. Et à mon avis, on le dit pas assez parce que on est dans une situation qui est une situation extrêmement grave. On est dans une situation financière qui est catastrophique. Mais pour revenir aux retraites, tout à l'heure, je disais, il y avait un tabou, ne pas parler de capitalisation. Bon, vous préférez parler d'épargne, mais il y a une hypocrisie aussi dans notre système depuis longtemps. C'est le fait que les fonctionnaires, eux, bénéficient précisément avec la préfonds de la possibilité de capitaliser, de sortir en rente ou en capital. Absolument. Et ça, on ne le dit pas trop non plus. Absolument. Bon, il y a 2 statuts, c'est clair. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans les taux de recouvrement de son revenu, son taux de couverture, du côté des fonctionnaires, on est plus autour de 75%, et du côté des salariés du privé, on est en dessous de 50%. Il y a des différences. Mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui consiste à dire il n'y a pas les moyens de payer pour tout le monde, et c'est pas simplement, comme je dis, c'est pas du catastrophisme, c'est vraiment de l'arithmétique, mais du niveau primaire. D'accord. Et les Français l'ont compris.
Je pense que les Français ont compris, surtout quand je vois qu'ils vont dans un produit qui est un produit qui permet d'avoir une réduction de son impôt. C'est quand même sympa parce que les Français aiment ça. Ils aiment des placements dans lesquels il y a de la défiscalisation. Et la chance, c'est qu'avec le PER, il y a de la défiscalisation. Bon, une dernière question, Louis. Non, moi, la question ils sont concernés. Quel conseil vous donneriez à un jeune de 20 ans comme type de placement? On a compris, il y a l'immobilier, il y a l'assurance vie, il y a le PER. Livret A. 20 ans, le livret A. 20 ans, je lui conseillerais de profiter de la vie. 23 ans, 24 ans. On va dire à 25-30 ans, je lui conseillerais de faire sauter un déjeuner ou un dîner avec 2 copains et de mettre cet argent-là de côté une fois par an. Éric Revel. Alors, question tout aussi sérieuse. Il y a énormément d'épargne en France qui est collectée par l'assurance vie. Vous en parliez tout à l'heure, qui est une façon d'exonérer d'impôts, d'ailleurs, en transmission de patrimoine. Il y a longtemps, à l'époque où Christine Lagarde était ministre des Finances, on avait émis l'idée, on sentait que c'était possible d'essayer de s'intéresser à la taxation de l'assurance vie. Ça, j'y crois pas parce que ça, c'est pire que les gilets jaunes. Ça, ok, alors justement, vous y croyez met pas, les Français dans la rue vu même l'état des finances publiques et le fait qu'on cherche de l'épargne partout. Non, l'assurance vie, c'est intouchable. C'est-à-dire le jour où on touche à l'assurance vie, c'est sûr que là, on n'a plus rien. C'est que les caisses sont vides et qu'on est dans la situation qu'a pu connaître Chypre à un moment donné où il fallait piquer 10% des actifs. Mais on n'y est pas. Bon, vous êtes sûr qu'on n'y est pas? Non, je vous rassure là-dessus. Parce que là, vous êtes assez alarmiste quand même sur l'ensemble. Non, puisque je vous donne des solutions. Il y a toujours des solutions. Ok, en tout cas, merci pour tous ces conseils, le guide pour sauver votre retraite. Vous restez avec nous, j'aimerais juste évoquer un dernier sujet qui concerne le permis à points et le fait que le Parlement européen se penche aujourd'hui sur la question de faire passer une visite médicale tous les 15 ans pour les titulaires du permis de conduire. On va écouter Pauline Desroulettes, qui est une championne paralympique de tennis qui a perdu sa jambe. Elle a été heurtée par un conducteur senior et elle se bat depuis des années pour que cette question du permis à points et de la visite médicale soit mise en place. Écoutez-la. C'est extrêmement difficile de prendre la décision pour soi-même en se disant j'arrête de conduire, je ne suis plus capable et je me débrouille finalement pour trouver des solutions alternatives de mobilité. Et surtout, c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de la famille qui doit avoir le mauvais rôle pour faire arrêter la personne de conduire. Généralement, ça fait des conflits familiaux. Et cette responsabilité-là, pour moi, elle est trop lourde et culpabilisante à porter pour un membre de la famille qui aime la personne, qui veut la protéger. Et c'est pour ça que l'État doit avoir une responsabilité importante. Il doit avoir un cadre législatif. Et c'est ce que je défends aujourd'hui. Là, le vote aura lieu demain au Parlement européen. Éric Revel, c'est une idée qui vous semble absurde ou pas? Qu'on passe tous une visite médicale tous les 15 ans. Moi, tout ce qui peut solidifier la sécurité routière me va bien. Mais vous savez, moi, je suis pas un lapin de 6 semaines et je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière cette action louable. Alors, tous les 15 ans, à partir de 20 ans, donc bon, admettons. Mais je me dis aussi, vous savez, c'est un peu comme le contrôle des voitures régulièrement. Contrôle technique. Oui, mais c'est devenu un vrai business. C'est devenu un vrai business. Donc, est-ce qu'on pourrait pas passer une visite médicale en responsabilité et pas être dans l'obligation, pardonnez-moi. Ok. Non, mais je on va voir ce que vote le Parlement européen. Marc Tarantino, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un sujet hautement politique, parce que tout simplement, les catégories de population qui devraient passer cet examen sont les catégories de population qui votent le plus. Qui votent le plus, donc qui parlent le plus. Donc c'est un sujet hautement politique, donc l'adoption de ce type de système, je ne le vois pas avant des élections. Non. Alors il y a quand même un élément qui me vient, pardonnez-moi, l'esprit en escalier, c'est qu'avec l'allongement de la durée de vie quand même, vous avez un allongement de la durée de conduire. Absolument. Vous avez un allongement de la durée de conduire, donc évidemment on peut se poser la question. Est-ce que moi je serai encore en capacité de conduire si je vis jusque-là à 90 ans, même si j'en ai envie? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Comme on aura les voitures autonomes, il n'y aura plus de sujet. C'est ça. Louis Dragnel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes le jeune du plateau? Non, mais j'entends les arguments de sécurité, mais après, je pense qu'il y a quelque chose que peu de politiques voient, c'est que pour beaucoup de personnes âgées qui habitent, par exemple, à la campagne ou loin des centres-villes, si vous leur retirez leur voiture, en fait, c'est la chute, l'effondrement très vite, et donc ça créera, je pense, beaucoup plus rapidement de la dépendance. Je vois bien que le sujet est compliqué parce que évidemment avec un argument de sécurité, qu'est-ce que vous voulez opposer à quelqu'un qui a été lourdement handicapé et blessé à cause d'un accident de voiture en raison d'une personne qui était trop âgée et qui sans doute n'était pas apte à conduire. Et de l'autre côté, il y a aussi la préservation du lien social, de la vie sociale. Et vous savez, on parle aujourd'hui du bien vieillir, c'est un peu le nouveau mot à la mode. Bien, je pense que le bien vieillir passe aussi par le fait qu'il y ait une forme d'autonomie qui soit préservée pour les personnes âgées. Dans
les régions où il n'y a pas forcément Absolument. la mobilité urbaine qu'on a dans les grandes villes, où il n'y a pas de transport en commun. Absolument. Et évidemment, ça fait partie de l'autonomie qu'on souhaite tous, Monsieur Fiorentino, pardon, Marc Fiorentino. C'est pas grave, c'est très bien. Écoutez, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Le guide pour sauver votre retraite, c'est chez Robert Laffont, et puis les meilleurs placements pour les nuls. Ça, c'est tous vos conseils pour placer votre argent épargné. Il y a quoi consulter. Ah oui, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs parfois surprenants. Je vais vous le prêter alors, Eric. Je vous le donne. Parce que vous êtes brillant. Merci à vous de votre confiance, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Tout de suite sur Europe 1, Hélène Zélani pour Europe 1 Soir.